Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier rendez-vous d'information francophone sur Al Oula à la une aujourd'hui. Dans une heure, le choc, le Wydad El Ahly qui s'affronte en match retour pour la finale de la Ligue des champions africaine au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Quand partout ailleurs, c'est l'effervescence. À seulement quelques minutes du premier coup de sifflet. Commémoration du 42e anniversaire de la glorieuse Marche verte. L'épopée du siècle est enseignée à ceux qui ne l'ont pas vécue. Nous irons à Salé où des associations de la place initient les plus jeunes à une leçon de courage, de sacrifice et de patriotisme. Fusillade de Marrakech, nouvelles arrestations. 2 ressortissants hollandais originaires de la République dominicaine et du Suriname. Ils seraient impliqués dans l'exécution du meurtre avec préméditation et de tentative de meurtre. Le point de la situation dans un instant. Semaine de l'artisanat marocain en Malaisie. Focus sur un ouvrage d'un artiste peintre malaisien, Rafi Rani, qui vient de présenter Le Conte du voyage marocain, un livre né de sa visite dans le royaume. Le nom du nouveau champion d'Afrique des clubs sera connu ce soir. Dans seulement quelques heures, tous les regards sont rivés sur le complexe sportif Mohamed V de Casablanca où la rencontre choc le Wydad Casablancais et les Égyptiens d'Al Ahly démarre à 20h. Un match décisif dans le cadre de la finale de la Ligue des champions africaine. La métropole est en effervescence quand partout ailleurs. Depuis le dernier sacre remporté par les Rouges et Blancs en 92, jamais un match n'a suscité un tel engouement. Le WAC avait arraché un nul précieux face à Al Ahly en Égypte, 1-1, c'était samedi dernier, lors du match aller au stade Bourj El Arab d'Alexandrie. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Mais avant, 42 ans se sont écoulés depuis la glorieuse épopée de la Marche verte. La célébration de cette page lumineuse de notre histoire est une précieuse occasion d'inculquer aux générations montantes les valeurs d'une nation et les sacrifices consentis par un peuple attaché au trône alawite. À Salé, des associations se joignent à cette commémoration à travers une palette d'activités au profit des plus jeunes. La Marche verte racontée à ceux qui ne l'ont pas vécue, c'est un reportage de Ahmed Ben Khadija avec un récit de Nisri El Hamdawi. La Marche verte, ils ne l'ont pas vécue, mais ils ont eu connaissance de son esprit et en ont même tiré des enseignements. Aujourd'hui, ces enfants se remémorent cette glorieuse épopée nationale, tout en chantant le refrain de cette marche pacifique. Nous avons organisé cette fête pour commémorer l'avènement de la Marche verte et pour cela nous avons concocté tout un programme. Nous n'avons pas vécu cet avènement, nous n'étions pas encore nés, mais nous avons réalisé plusieurs activités qui nous ont rapprochés de cet événement sans précédent. La journée est festive, ça a été l'occasion de tirer les enseignements de la Marche verte et de s'informer encore plus de son déroulement. La Marche verte, un coup de génie du père de la nation, feu Sa Majesté le roi Hassan II. Une idée qui a suscité un élan patriotique du peuple marocain. La lutte pacifique pour récupérer les provinces du Sud. Toute une philosophie transmise aux enfants. L'éducation à la citoyenneté n'a vraiment pas de prix. Le Maroc nous est très cher. Nous suivons les pas de nos ancêtres qui ont fait montre de patriotisme. Et cet esprit-là, nous le transmettons avec fierté aux générations montantes. La fête continue dans la joie et la bonne humeur. Les enfants d'aujourd'hui, hommes et femmes de demain, se sont bel et bien imprégnés des valeurs de patriotisme et d'abnégation au service des causes justes.
Du nouveau au sujet de la fusillade qui a fait un mort et 2 blessés avant-hier soir dans un café à Marrakech. Les enquêtes et investigations continues ont abouti à l'arrestation de 2 ressortissants hollandais originaires de la République dominicaine et du Suriname pour leur implication dans l'exécution du meurtre avec préméditation et de tentative de meurtre. Un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale indique que les mis en cause ont de nombreux antécédents judiciaires et des liens directs notamment dans des affaires de trafic de drogue. Mohamed Etlishkar. 2 nouvelles arrestations, 2 ressortissants hollandais. Et ces nouvelles arrestations sont le fruit des enquêtes et investigations continues menées par le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national et sous la supervision du parquet compétent. La coordination effectuée dans le cadre de la coopération sécuritaire internationale a révélé que les 2 personnes arrêtées ont de nombreux antécédents judiciaires et des liens directs dans des affaires de trafic de drogue, de kidnapping et séquestration d'otages, de demandes de rançon, de vol à main armée et de tentatives d'homicide volontaire. Et les investigations de terrain ont de même montré qu'ils sont entrés au Maroc il y a environ une semaine et descendus dans 2 hôtels, dont un devant le café Théâtre du Crime, et qu'ils ont été aperçus à 4 reprises dans ce lieu public et ses environs. L'un d'entre eux tentait de s'enfuir au moment de son arrestation par les services de la Sûreté nationale. La confrontation des mis en cause avec les témoins, dont le propriétaire du café, le serveur et 2 clients, a permis leur identification par des signes distinctifs, notamment la tresse des cheveux et l'aspect corporel. Les investigations ont permis aussi de localiser la voiture de location qui s'était garée pendant plus de 4 heures près des lieux où ils s'étaient débarrassés de l'arme du crime et de la moto dont ils se sont servis pour commettre leur forfait, en y mettant le feu. Le véhicule s'est ébranlé peu de temps après le crime et un témoin oculaire a confirmé ces faits et reconnu les 2 mis en cause qui se sont trouvés près des lieux où étaient détruits par le feu les objets du crime. L'analyse d'un ordinateur portable en possession d'un des 2 mis en cause a montré son intérêt pour les armes à feu de poing. Il a effectué plusieurs recherches sur Internet relatives à un modèle spécifique des armes à feu. Et c'est ce même type d'arme, un Glock de calibre 9 mm, qui a été utilisé dans l'exécution du crime à Marrakech. Les 2 prévenus étrangers âgés respectivement de 24 et de 29 ans ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent dans l'attente des résultats finaux de l'expertise technique, biologique et balistique menée par le laboratoire de la police scientifique et technique relevant de la DGSN. La coordination sécuritaire internationale se poursuit toujours pour l'arrestation du commanditaire principal de ce crime qui fait l'objet de mandats d'arrêt internationaux, mandat d'arrêt émis par le Maroc pour son implication dans le trafic international de drogue. Il est aussi recherché par un pays européen pour son implication dans un meurtre avec préméditation, alors que les investigations sont en cours pour déterminer s'il se trouve actuellement dans la République dominicaine dont est originaire un des mis en cause arrêtés dans le cadre de cette affaire. Retour maintenant sur le match très attendu ce soir à 20h, le Wydad El Ahli qui se dispute la finale de la Ligue africaine des champions. C'est dire l'importance de cette rencontre pour les Wydadis assoiffés de remporter ce titre continental. Je vous le disais en début de ce journal, partout, c'est l'effervescence, notamment aux abords du stade Mohamed V de Casablanca. C'est un reportage de Khalid Azdoun Saïd Anis avec un commentaire de Mohamed Etlishkar. Aux abords du stade en début d'après-midi, l'ambiance est visiblement très détendue. Du fair play dans l'air et les files d'attente sont même fluides. Les pronostics fusent bien sûr au profit du Wydad. Très heureuse d'être là. Je suis là pour les encourager. Le Wydad va gagner 2-0. On est là aujourd'hui pour supporter notre club comme d'habitude. Donc j'ai fait le trajet pour être présent aujourd'hui parce que c'est un match exceptionnel. Et Inch'Allah, on croit en nos joueurs et on croit à la performance qu'ils peuvent réussir aujourd'hui pour amener cette coupe qui va rejoindre les coupes qu'on a et que ça va être un palmarès impressionnant, Inch'Allah. Pour d'autres supporters,
L'essentiel est que la fête du football l'emporte. Nous souhaitons avoir une fête de football, que le meilleur gagne. Nous sommes des supporters du drapeau marocain. La SNRT mobilise de gros moyens pour ce match final retour, suivi avec grand intérêt dans le monde entier. Je suis venu pour la couverture de la finale de la Ligue des Champions retour. Pour quelqu'un qui a vu le match aller en Égypte, et ce serait intéressant de venir voir le match retour. Et en plus, c'est des grandes équipes africaines. Donc, en tant que journaliste du marché sportif africain distribué aussi dans 13 pays, donc il faut qu'on soit là pour avoir les nouvelles fraîches de ce match. Pour le Wydad, il suffira d'un match nul 0 partout pour qu'il remporte le titre de champion d'Afrique et pour qu'il décroche également son ticket pour le mondial des clubs. Contre toute attente, le Premier ministre libanais Saad El-Hariri démissionne. Une démission annoncée par lui-même depuis l'Arabie Saoudite dans un discours dans lequel il a notamment justifié sa décision en expliquant craindre pour sa vie, accusant le chiite et son allié iranien de mainmise sur le Liban. Pour lui, le climat politique dans le pays ressemble actuellement à celui qui prévalait avant l'assassinat de son père en 2005. La démission intervient un an après sa nomination à la tête d'un gouvernement qui compte des membres du puissant mouvement chiite armé du Hezbollah. Les terroristes de Daesh en Irak perdent du terrain. La ville d'Al-Qaïm est libérée. Les djihadistes sont maintenant principalement retranchés dans une zone largement désertique à la frontière entre l'est de la Syrie et l'ouest de l'Irak, le long de la vallée de l'Euphrate. Les troupes gouvernementales et paramilitaires irakiennes étaient entrées ce matin, même dans cette localité où vivaient avant les combats 50 000 personnes. Depuis quelques semaines, des images de réfugiés dormant dans de petites tentes dans la boue rappellent la crise de migrants qui continue à arriver en masse dans l'île grecque de Lesbos, avec 200 arrivées par jour. Les hotspots, ces centres d'enregistrement et de premier accueil qui se trouvent sur les îles de l'Est de la mer Égée, sont pleins. Plus de 11 800 personnes pour 5 500 places seulement. Le ministre grec de l'immigration avait proposé aux maires d'agrandir les centres d'enregistrement et d'accueil sur les îles, mais les autorités locales ont vivement montré leur opposition à ce plan et demandent plutôt une solution viable. Et puis restons sur ce même registre, plus de 400 migrants ont été secourus au large des côtes espagnoles durant les dernières 24 heures alors qu'ils tentaient de gagner l'Espagne à bord d'embarcations de fortune. La vague des arrivées de migrants clandestins a été particulièrement intense dans la nuit dans cette région où les effectifs des différents corps maritimes ont comptabilisé jusqu'à 15 embarcations transportant 156 migrants. Nous entamons notre page culturelle par la semaine marocaine de l'artisanat en Malaisie qui s'est ouverte en début de semaine à Kuala Lumpur où l'art de vivre marocain se dévoile dans toute sa splendeur. C'est aussi un point de rencontre avec les artistes malaisiens. Rafi Arani en est un. Il a présenté son ouvrage Le conte du voyage marocain qui rassemble de belles œuvres de ce plasticien, un livre né de sa visite dans le royaume. Mohamed Elishkar. Astaka Morocco. Le pavillon marocain. Il est aménagé au cœur du grand jardin de Putrajaya, à une vingtaine de kilomètres de la capitale, Kuala Lumpur. Tout dans ce pavillon invite au voyage et à la découverte du royaume du Maroc. Un royaume riche par sa diversité et son authenticité, c'est là d'ailleurs le mérite de cet ouvrage richement illustré, l'œuvre d'un artiste globetrotter qui a sillonné le royaume et qui rapporte dans le livre ce qu'il a vu et ce qu'il a ressenti auprès des populations. J'ai voyagé pendant un mois à travers le Maroc en voiture. Je me suis arrêté dans de nombreux villages et villes. J'ai visité le Maroc profond, non pas celui que visitent les touristes. J'ai parcouru plusieurs agglomérations à El Rachidi, à Merzouga, à Zagora, jusqu'à l'Ayoun. Et c'est une agence de voyage qui a contribué avec l'Institut de la traduction et du livre de la Malaisie à la publication de ce livre.
L'objectif en fait du livre, c'est de créer un pont en fait entre des cultures différentes, mais aussi au niveau, on peut parler aussi de l'art contemporain, puisque Rafi Ghani est un grand artiste d'art contemporain ici en Malaisie, mais qui s'inspire beaucoup à travers ses voyages et surtout aussi du Maroc, qui est aussi une terre d'inspiration pour énormément d'artistes depuis tant d'années. L'ouvrage présenté au pavillon marocain Putrajaya dans le cadre de la semaine marocaine de l'artisanat en Malaisie permet de renforcer les ponts culturels entre le Maroc et la Malaisie et de rapprocher les deux peuples. Et on enchaîne avec cet événement qui marque la rentrée littéraire au Maroc, le prestigieux prix Grand Atlas dans sa 24e édition, qui a consacré hier à l'essayiste et féministe marocaine Asma Al-Mrabet pour son ouvrage « Islam et femmes, les questions qui fâchent ». Le prix spécial du jury est allé au journaliste Hicham Hudayfa pour son livre « Extrémisme religieux ». C'est la sélection du jury présidée cette année par la romancière Leila Slimani, pour qui ce prix vient récompenser le courage et la clarté. Dominique Orlando. Bien avant de n'être que la célébration d'un auteur ou de certains ouvrages, l'attribution d'un prix littéraire est toujours l'équivalent d'un instantané susceptible de nous informer sur l'état actuel de la production littéraire au Maroc. J'ai été frappé par la qualité de ce qui nous a été proposé, j'ai été frappé par la liberté de ton, la liberté critique, donc c'est une grande surprise. Et d'autre part, ce qui m'a vraiment frappé, comparé à ce qui se fait en France, c'est que j'ai l'impression que c'est une littérature ou des essais qui prennent beaucoup plus à bras le corps la réalité de leur pays que les Français ne le font à l'heure actuelle. Aussi bien chez Asma Al-Mrabet que chez Hicham Hudayfa, bien que dans des registres et approches très différents, c'est le champ religieux qui est ici appréhendé et il est de façon centrale. Écoutez, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a effectivement un problème d'extrémisme religieux qui se pose partout dans le monde. Il n'y a pas un jour sans qu'il y ait un attentat commis au nom d'idéologies dites religieuses, même si évidemment elles volent ce qualificatif. Mais en tout cas, il ne faut pas se voiler la face et il faut, je pense, affronter le problème de front plutôt que de vouloir tout le temps faire comme s'il n'y avait pas de problème. Donc oui, on peut parler de religion, écrire dessus, poser des questions de manière intelligente, sensée et très calme. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a une question sur modernité, tradition, c'est les questions des femmes qui sortent. Et chaque fois qu'il y a une question d'actualité sur un fait d'actualité qui touche les femmes, on ressort le religieux et on ressort donc cet antagonisme entre l'islam et soi-disant la modernité, soi-disant la liberté des femmes, etc. Donc je voulais montrer que de l'intérieur de l'islam, ce travail est possible. Que de l'intérieur de l'islam, on pouvait avoir une autre approche, cette approche libératrice, émancipatrice et sans culpabilité. Elle aborde des questions centrales, donc elle prend plein de risques par rapport à ces questions, qui sont les questions d'héritage, d'égalité homme-femme, en allant interroger le texte coranique, donc sur la base de sa philosophie profonde, humaniste. Derrière elle, elle engage donc toute une vision du monde qui éclaire la face d'un islam des Lumières. Dans son plaidoyer pour les intellectuels, Jean-Paul Sartre écrit que l'intellectuel est celui qui se mêle de ceux qui ne le regardent pas. Peu avant la déclaration officielle du palmarès de ce 24e prix Grand Atlas, le public de la capitale a eu droit à un brillant exposé sur la défense de l'esprit critique. Il nous fut gratifié par la présidente du jury, Leila Slimani, au sommet de son art, ce qui fut amplifié littéralement par l'émotion de devoir s'exprimer dans Rabat, sa ville natale, qui plus est ici, à la Bibliothèque nationale du Royaume. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. Passez une agréable soirée. Au plaisir de vous retrouver demain.